Normalement, c'est lancé. On va peut-être démarrer, puis ça fera venir les inscrits, en espérant que d'autres n'aient pas eu les mêmes soucis de connexion que moi. Voilà. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, pour ceux qui n'auraient pas participé à des ateliers précédemment, donc moi, je m'appelle Philippe Tretin et je suis à la fois le directeur de la mission handicap de Microsoft France, mais surtout en fait en charge de tous les sujets d'accessibilité numérique. Donc, on a eu l'occasion avant les vacances d'organiser 2-3 sessions de présentation qui sont disponibles d'ailleurs en replay sur le site de la GFIP. Donc, n'hésitez pas en fait si vous avez besoin de les voir, d'aller justement les consulter sur le site. Et donc l'atelier qu'on a prévu en fait de faire aujourd'hui, c'est un atelier autour de Windows. Donc que ça soit Windows 10 ou Windows 11. Moi, mon environnement à moi est un environnement Windows 11, mais ça posera pas de problème en fait de retrouver assez facilement l'environnement Windows 10 correspondant. Et puis, dans l'idée, c'est que vous puissiez, dans la mesure où c'est un atelier, que vous puissiez évidemment faire des tests de votre côté. Donc, on peut faire une session assez interactive. Donc, la session va se dérouler de la façon suivante. Je ferai d'abord une démonstration d'une solution. Et après avoir fait cette démonstration, il y a un slide en fait qui vous demandera de reproduire un certain nombre de choses pour que vous puissiez de votre côté tester la fonctionnalité et puis regarder si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse ou si c'est une fonctionnalité pour laquelle vous voudrez faire un peu de promotion entre guillemets. Alors pour pouvoir faire ça, je vais tout de suite partager mon écran. Voilà, normalement vous devriez le voir. Et donc, je vais me mettre en plein écran. Hop. Voilà, c'est le cas. Donc voilà, donc, ce que l'on va voir en fait dans Windows 10, c'est ce qu'on appelle les options d'ergonomie. Alors dans Windows 11, ça s'appelle accessibilité, mais c'est à peu près la même chose en fait en termes d'écran. Vous verrez, il n'y a pas de grande différence. Donc, le but de cet atelier, c'est à la fois de regarder tout ce qui est disponible nativement dans Windows, et puis on va regarder voilà, les sujets relatifs au pointeur de souris, au curseur de texte, au réglage de l'affichage, tout ce qui va concerner en fait la partie visuelle, hein, l'utilisation de la loupe, l'utilisation aussi du narrateur, donc le lecteur d'écran inclus dans Windows. Et puis, on va voir quelques petites autres subtilités, comme la dictée vocale de Windows ou le clavier visuel. Et puis, on finira par le lecteur immersif, donc, qui est présent dans Edge, puisqu'il offre aussi un certain nombre de fonctionnalités qu'il est intéressant de découvrir. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre, à me poser des questions, c'est bien l'objectif. Alors, si on commence, on va commencer par une petite démonstration, en fait, à la fois de la loupe, du pointeur de souris et du curseur des textes pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est. Alors, je sors de la partie slide et pour pouvoir accéder, en fait, à ce qu'on appelle donc, les options d'ergonomie ou les fonctions d'accessibilité, on utilise la touche de raccourci Windows et le caractère U. Donc, on maintient la touche Windows appuyée, on appuie sur U, ça ouvre l'ensemble des paramètres d'accessibilité. Alors, quand on est sur Windows 10, on n'a pas tout à fait le même écran, c'est-à-dire les fonctionnalités sont toujours classées sous forme de vision, audition et interaction. Donc, on va retrouver dans cet écran d'accessibilité, dans les paramètres d'accessibilité, ces trois thématiques-là. Et on va retrouver, donc, même si visuellement, ça n'apparaît pas tout à fait de la même façon, vous allez retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à ouvrir en fait, les paramètres d'accessibilité? Normalement, oui. L'autre façon de faire, si vous n'utilisez pas la touche de raccourci, bien entendu, c'est d'aller dans le menu Windows, dans les paramètres, et donc d'accéder à la fonctionnalité accessibilité. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la loupe. Donc, la loupe, quand on l'utilise, on a différentes façons, de la paramétrer. Avant de l'activer, on a différents modes d'affichage. On a un mode d'affichage qui s'appelle avec ancrage, c'est celui qu'on va voir tout de suite. Plein écran qui va zoomer sur l'intégralité de l'écran et objectif qui va en fait créer une loupe autour du pointeur de la souris.
Alors, si j'active en fait, par exemple, le mode avec ancrage, donc le avec ancrage va, alors pardon, il faudrait peut-être que je l'active. Donc le avec ancrage va vous créer en fait une fenêtre, alors qui n'est pas forcément positionnée en haut de l'écran, que vous allez pouvoir éventuellement redimensionner. Et donc, quand je me promène sur mon écran, vous voyez dans cette fenêtre un zoom qui apparaît, qui correspond à l'endroit où je mets mon pointeur de souris. Sachant que je peux très bien prendre cette fenêtre, éventuellement la mettre sur un écran externe si j'ai un écran externe à ma disposition, ou je peux l'ancrer en haut de mon écran, comme c'est le cas ici. Donc là, ça me permet quelque part d'avoir une loupe bien visible. Je vais pouvoir définir les pas, c'est-à-dire la taille du zoom. Donc je peux me mettre en zoom 100%, ce qui veut dire pas de niveau de zoom, ou alors je peux augmenter mon niveau de zoom en fonction de mes préférences. Alors je peux monter assez haut, hein. Là, on commence à avoir une taille un peu trop grosse à mon sens, et on a un peu du coup, en termes de lettres, on a des lettres qui ne sont pas forcément toujours très nettes, ça c'est le problème du zoom. Donc bon, voilà, il faut voir un peu par rapport aux besoins des gens jusqu'où ils veulent monter. Alors, si je me mets en zoom par exemple 200%, si je change le mode d'affichage et que je choisis un mode plein écran, donc là je zoome sur l'intégralité de l'écran quand je me déplace. Maintenant, l'inconvénient, c'est que du coup, je ne vois pas la totalité de mon écran. Donc c'est un mode qui peut être entre guillemets complexe, parce que derrière, il ne me permet pas de voir l'intégralité de mon écran. Il va falloir que je me promène en fait avec ma souris pour déplacer mon écran. Si je choisis un autre mode, comme le mode par exemple objectif, donc le mode objectif, c'est vraiment autour du pointeur de la souris que je vais avoir une loupe. Donc ça peut être un mode qui peut convenir en fait dans certaines situations. Je vais pouvoir évidemment toujours changer mon pas de zoom si je veux que le pas de zoom soit plus important. Et puis je vais pouvoir choisir avec la molette de la souris, je vais pouvoir choisir éventuellement la taille de cette fenêtre autour du pointeur de la souris. Alors, je vais revenir sur le mode avec ancrage. On va aller regarder ce que ça peut donner lorsqu'on est dans la création, par exemple, d'un document Word. Donc, je vais ouvrir Word. Donc, dans la mesure où j'ai mis en fait ma fenêtre loupe en haut de mon écran, bien entendu, quand j'ouvre une application, cette application reste sur le bas de l'écran et donc la zone de loupe reste en haut. Et donc, je peux me promener évidemment sur les différentes zones de l'écran. La difficulté que va rencontrer un utilisateur malvoyant, c'est que très bien, on voit une loupe, donc on voit mieux l'endroit où est le pointeur, mais si je veux positionner mon pointeur sur un endroit particulier de mon écran, en bas de l'écran, mon pointeur de souris est relativement petit et donc n'est pas forcément très simple à identifier. Donc je peux retourner sur les paramètres, je peux aller sur pointeur de souris. Je vais pouvoir éventuellement choisir d'autres modes d'affichage du pointeur, éventuellement, par exemple, un pointeur de couleur bleue. Et puis, je vais pouvoir augmenter la taille en fait, de ce pointeur. Alors, on ne va pas forcément avoir besoin d'un pointeur qui fait une taille très, très conséquente, mais voilà, on peut choisir quand même d'avoir un pointeur un peu plus gros, ce qui fait que quand on est dans une application, c'est quand même un petit peu plus visible pour l'utilisateur malvoyant. Alors, un deuxième inconvénient que l'on peut rencontrer quand on est malvoyant, c'est le curseur de texte. Alors, on le voit, il est en train de clignoter sur mon écran, il est tout petit. Alors, je vais dicter un petit peu de texte. On va faire un peu de dictée vocale de façon à avoir du texte en fait dans mon document. Donc, vous voyez, si mon curseur de texte clignote, lorsque je vais me déplacer avec les flèches de direction, automatiquement, la loupe va se positionner à l'endroit où se trouve mon curseur, mais il est quand même complexe à voir dans la fenêtre du bas. Et donc, on a ce qu'on appelle aussi la partie curseur de texte. Quand je l'active, je peux activer un petit indicateur bleu en haut et en bas de mon curseur. Alors, je vais pouvoir le mettre par exemple en rose, je peux l'agrandir. Ce qui fait que quand je retourne en fait dans Word et que je me déplace, vous voyez, on l'identifie quand même de façon beaucoup plus facile que si on n'a pas effectivement cet indicateur au-dessus et en dessous. Donc, ça permet vraiment visuellement de le voir beaucoup plus simplement. Voilà. En complément de toute cette partie-là, si vous allez dans les paramètres de la loupe,
vous avez en fait ce qui s'appelle raccourci de lecture, dans lequel on peut choisir quelle touche va être ma touche de raccourci de lecture audio. Donc là, par exemple, j'ai choisi verrouillage majuscule ou insertion, ce qui fait que si je vais dans mon application Word, si je clique sur la touche, par exemple, verrouillage majuscule, je vais la maintenir. Si je clique sur le texte, Mise en page, référence, puce, dictée. donc là, j'ai une lecture audio, entre guillemets, de la zone sur laquelle se trouve ma souris. Donc, je peux très bien maintenir ma touche, avoir la lecture audio de la fonctionnalité. Si la touche me convient, enfin, si la fonctionnalité me convient, je lâche mon clavier, je clique avec ma souris et la fonctionnalité s'exécute. Voilà. Donc, c'est aussi une aide précieuse, en fait, pour un utilisateur donc, qui serait malvoyant, donc pas une personne qui utilise un lecteur d'écran, mais vraiment une personne malvoyante. Alors, je vais redésactiver tout ça et puis on va passer sur le mode atelier. Donc, je prends le pointeur de souris. Alors, moi, j'ai tendance à le mettre à un niveau 2 et pas au niveau 0 parce que je trouve que c'est trop petit en temps normal. Je vais aller au niveau de mon curseur de texte que je vais désactiver. Je vais aller au niveau de ma loupe que je vais à nouveau désactiver. Et je vais vous représenter donc le petit atelier que vous pouvez faire de votre côté. Voilà, donc je vous engage à faire les tests. Alors la fenêtre qui apparaît ici, c'est la fenêtre Windows 10. Donc ça, c'est celle que vous devriez avoir si vous n'êtes pas encore sur Windows 11. Et donc vous allez retrouver vision, audition, interaction, il est un peu en dessous. Et donc vous avez les différentes fonctionnalités qui existent ici, donc la loupe, le curseur de texte, le pointeur de souris. Je vous laisse faire des tests de petites minutes, 3 minutes, et puis vous pouvez activer votre micro et interagir si vous voulez, si vous avez des questions ou s'il y a des fonctionnalités qui n'apparaissent pas chez vous. Est-ce que tout le monde réussit à utiliser la loupe? Alors, Philippe, nous, à la GFIP, je ne suis pas sûre qu'on ait Windows 10. Vous Quand même qu'on ne l'a pas. avez quelle Mais version? on a une fonctionnalité loupe, en tout cas. Moi, Ok. j'ai trouvé la loupe. Et j'ai trouvé des modes d'affichage, des pointeurs de souris, des curseurs de texte. Bah, si vous avez ça, vous avez probablement Windows 10, hein, je pense. Ah bon? Ah d'accord. Bah, c'est marrant parce que ce n'est pas la même présentation que ce que vous Ça avez. ressemble... Non, mais ça doit ressembler à ça, non? Vous avez votre onglet paramètres avec ce que l'on voit là, Ah oui, ce que l'on oui. voit ici, en fait. Hein. Donc ça c'est l'affichage de Windows 10, cet affichage-là. Donc effectivement, il est un peu différent de mon affichage à moi qui est là, qui correspond à l'affichage de Windows 11. Mais vous voyez, le Vision qui est dans Windows 10, on le retrouve ici, avec donc un menu affichage, un menu pointeur de souris donc, qui correspond à celui-ci, curseur de texte et loupe. Donc normalement, vous devriez retrouver vos petits. D'accord. Et pour les autres, vous vous en sortez. J'entends pas de bruit, donc je me dis tout le monde doit être concentré en essayant de chercher sa loupe. Est-ce que vous avez tous réussi à trouver en fait la fenêtre de paramétrage déjà? Bonjour, alors pour moi, Nathalie de Bastia, Oui. je suis en 365, Windows 365. Alors, Comme j'ai raté les 2-3 premières minutes du début, du coup, je ne sais pas si vous en avez parlé. Oui, alors en fait, vous êtes sur Office 365. Voilà. Windows, c'est le système 10. d'exploitation qui doit être la version 10. Oui. Et Office 365. Donc nous, dans cet atelier, on va regarder vraiment la partie Windows. Donc normalement, si vous êtes sur Windows 10, vous utilisez la combinaison de touches Windows U, et quand vous faites Windows U, ça ouvre normalement la fenêtre de paramétrage. Voilà, ça je l'ai trouvé, il y a option d'ergonomie, c'est bien ça. Voilà. D'accord. Et donc après, vous pouvez aller sur la loupe et activer la loupe. Donc logiquement, vous devez assez facilement pouvoir la retrouver. Oui, non, là c'est bon, j'ai testé la loupe. Donc, en fait, on teste de notre côté. Du coup, je profite de mon double écran pour tester. Exactement. Comme ça, vous testez la loupe, vous regardez la partie pointeur de souris et curseur de texte pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et dès lors qu'on désactive, ça remet tout normal. Exactement. Voilà. Donc après, très bien, parce qu'on a toujours peur de faire des bêtises quand même. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Effectivement, vous redésactivez la fonctionnalité. Celle qui est la plus compliquée, c'est quand on se met en loupe, parce que quand on se met en loupe, pour redésactiver la loupe, il faut retrouver l'endroit où elle se trouve.
Et donc, si vous zoomez sur l'ensemble de votre écran, il faut repartir sur la zone de fenêtre où vous avez le bouton qui permet de changer le mode d'affichage. Ah, d'accord. Mais du coup, avec le double écran, C'est plus facile. Avec le paramètre est resté affiché. Oui, c'est ça. Avec le double écran, c'est beaucoup plus facile. J'ai un peu triché. Mais enfin, j'ai commencé à me perdre. Quand ça a zoomé, je me suis dit, mais où suis-je? C'était énorme. Donc, je crois que c'est 200 en plus le niveau de zoom. Donc, c'était très important. Un conseil à tout le monde, si vous avez des gens concernés donc, qui ont besoin de cette loupe, vraiment, la préconisation, c'est bien d'avoir un double écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes ont souvent besoin d'un niveau de loupe quand même assez élevé. 200, ce n'est pas suffisant pour la plupart des gens qui sont malvoyants. Ils vont plutôt être au minimum sur 400, voire 800. Et donc, le fait d'avoir un deuxième écran leur permet à la fois quand même d'avoir une fenêtre Windows classique avec le menu démarrer en bas à gauche, etc., mais d'avoir quand même un deuxième écran sur lequel ils vont voir ce qui se passe au niveau de l'endroit où se trouve leur pointeur de souris. Et c'est probablement le plus confortable en termes d'usage. Après, on ne peut pas toujours être dans ce mode-là, malheureusement, parce que si on est avec un portable ou autre et qu'on est en déplacement, on perd ce bénéfice-là, évidemment. Mais en formation, c'est envisageable. En formation, c'est complètement envisageable de se dire qu'un deuxième écran pour un utilisateur malvoyant peut être une bonne préconisation. Ouais. D'accord. Alors, je profite qu'on ait parlé tout à l'heure de la dictée vocale. J'ai un jeune qui utilise la dictée vocale, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a apparemment Microsoft 365, enfin tout ce qu'il faut, il lui met à chaque fois un « et » à chaque début de phrase, à chaque… alors, est-ce que c'est lié à son abonnement? Enfin, parce qu'apparemment, l'abonnement est à jour. Non, je ne pense pas. Parce que moi, je l'ai testé chez moi, du coup, ça ne le faisait pas, mais chez lui, ça le fait. Et j'ai testé chez lui, ça fait des « et » intempestifs. Alors, sur la dictée vocale, un conseil, c'est toujours d'avoir un micro externe. En fait, il se peut que sur son environnement, il y a certains portables qui ont une ventilation intégrée. Et la ventilation, en fait, fait vibrer un petit peu l'ordinateur. Et évidemment, le micro qui est intégré à l'ordinateur, habituellement, on le met assez loin de la coque. On a toujours tendance à le mettre sur le haut de l'écran pour justement minimiser au maximum le bruit que peut faire l'ordinateur lorsqu'il vibre. Mais il est possible que ça soit lié à ça, ou que ça soit un cache de caméra. Quand on a une caméra externe, le cache peut être sur le micro aussi. Et donc, alors, non, là, oui, je pense, alors du coup, l'explication sur le micro, peut-être, puisqu'il a un portable. Donc, du coup, je parlerai de ça avec lui. Moi, je lui conseille d'acheter un petit micro externe. Il y en a à 20 € qui sont très, très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter un micro de podcast. Enfin, franchement, ce n'est pas utile de mettre trop d'argent dedans. Mais déjà, si on a un petit micro externe… Parce que ça ne le faisait pas auparavant. Ça fait un an, quelques mois qu'il est en formation. Donc, ça ne le faisait pas auparavant. Mais peut-être que maintenant… Oui, je ne sais pas. C'est possible que le micro ait un problème. D'accord, ok. En tout cas, c'est une réponse. C'est lié à ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, pour les autres, j'espère que tout le monde a réussi à jouer un petit peu avec la loupe, avec le pointeur de souris et puis le curseur de texte. On va revenir sur la présentation. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou si vous n'avez pas réussi à faire ces manips. On va revenir sur la fonctionnalité suivante qui correspond en fait au paramétrage de l'affichage. Donc, le paramétrage de l'affichage, vous allez le trouver en fait, pas forcément dans le menu accessibilité. Donc, si vous allez simplement dans les paramètres classiques de Windows, vous allez trouver une entrée qui s'appelle personnalisation. Et dans cette personnalisation, vous avez notamment toute la partie relative aux couleurs. Donc, si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez simplement taper ici « couleurs » et vous allez voir, voilà, par exemple, la couleur pour l'arrière-plan de votre bureau, etc. Donc, vous allez pouvoir retrouver en fait le menu. Et on a donc un certain nombre de possibilités quand on est dans la partie couleur. On va pouvoir définir, par exemple, quel va être l'arrière-plan, etc., etc. Mais on va pouvoir surtout, au niveau des couleurs, définir si on veut plutôt un thème clair ou un thème sombre ou un thème personnalisé.
Donc, c'est un choix en fonction il y a des utilisateurs. Certains utilisateurs préfèrent avoir un environnement très clair, mais on peut choisir d'avoir un environnement très sombre, hein, comme on le voit par exemple ici, ou un environnement personnalisé dans lequel on peut choisir le mode à la fois pour Windows. On peut dire, ben, moi, Windows, je préfère l'avoir clair. Par contre, je préfère que l'ensemble des applications qui s'exécutent soient dans un thème sombre. Donc là, en fait, on peut panacher en choisissant à la fois pour Windows le type d'affichage que l'on souhaite avoir et pour les applications également, si on préfère les avoir en mode clair ou en mode sombre. Voilà. Donc, évidemment, dans la mesure où j'ai choisi d'avoir un Windows en clair et un mode d'application en clair, bah, il a rebasculé sur le mode clair d'affichage puisque tout a été défini au niveau clair. Alors, il y a une autre fonctionnalité que je vous engage à activer aussi. Vous pouvez aller dans la zone de recherche des paramètres et vous tapez nocturne. Et vous avez ce qui s'appelle l'éclairage nocturne. Alors, l'éclairage nocturne, c'est assez important parce qu'en définitive, en fonction de l'éclairage qu'il peut y avoir dans une salle, les utilisateurs de Windows peuvent s'abîmer les yeux. Je vais donner un exemple en dehors d'un environnement d'apprentissage, mais souvent, des gens qui sont en mode télétravail ne font pas forcément attention à l'éclairage ambiant de la pièce dans laquelle ils travaillent. Ce qui se passe, c'est qu'en pleine journée, pas de problème, j'ai un éclairage naturel avec du soleil dehors, etc. Donc, pas de problème à travers la fenêtre. Si je suis dans un bureau avec une fenêtre, j'ai un éclairage qui est satisfaisant. Et puis, sur les coups de 5-6 heures en hiver, la luminosité commence à diminuer. Et donc, en fait, les gens commencent à s'abîmer les yeux. Et donc, forcément, on va avoir tendance à on va être en tout cas plus sensible à la lumière bleue qui est émise en fait par l'écran. Et donc, on a la possibilité dans cet éclairage nocturne d'activer en fait de la lumière bleue. Alors, si on l'active quelque part, alors je ne sais pas si vous le voyez de votre côté, mais ça change un peu l'intensité en fait d'affichage, donc ça met un affichage un peu plus chaud entre guillemets au niveau de l'écran, donc ça réduit en fait la quantité de lumière bleue qui est émise. Alors on a la possibilité de l'activer en permanence, ou alors on a la possibilité, comme on le voit dans l'écran à droite là, on a la possibilité de définir des heures, de dire à quelle heure on veut l'activer, à quelle heure on veut le désactiver. Donc par exemple, dans la version Windows 11, on a la possibilité de dire on veut qu'entre le coucher du soleil et le lever du soleil, c'est-à-dire entre 20h et 7h30, puisque ça, c'est les heures réelles de lever et de coucher de soleil, on active en fait cet éclairage nocturne pour éviter de s'abîmer les yeux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en termes de paramétrage. Donc à la fois la personnalisation en termes d'affichage, de couleurs, etc., mais en même temps la partie éclairage nocturne. Est-ce que ça veut dire que ça peut régler les problèmes, justement, vous parliez de télétravail, quand on est en pleine journée, qu'on est obligé de descendre le store et que du coup, on ne se voit plus en fait? Oui, exactement. C'est ce qui peut arriver aussi quand on coupe effectivement la lumière, ou moi, par exemple, dans mon exemple à domicile, je suis dans un bureau sans fenêtre. Alors, il se trouve que dans un bureau sans fenêtre, le gros avantage, c'est que on est en permanence éclairé par la lumière de son bureau. Donc, en fait, la luminosité ne change jamais. C'est ça. L'éclairage nocturne est utile souvent quand on est dans une pièce avec une fenêtre et on fait confiance à la fenêtre pour nous éclairer. Parce que, évidemment, la luminosité extérieure, s'il ne fait pas beau ou si on a fermé les stores parce qu'au contraire, c'est trop clair dehors, quelque part, dès qu'on n'a pas suffisamment de lumière dans la pièce, on va être, entre guillemets, attaqué par cette lumière bleue et ça peut avoir des conséquences assez négatives. Moi, j'ai discuté avec des médecins du travail qui me disaient que le télétravail et la période Covid, on n'en a pas encore vu tous les effets parce qu'il y a probablement des gens qui se sont abîmés les yeux pendant cette période-là sans se préconiser de l'éclairage des pièces dans lesquelles ils travaillaient, quoi. D'accord. Mais donc, ce qui veut dire que l'intensité pour diminuer cette incidence de lumière bleue doit être au minimum, c'est ça? Alors, pas forcément au minimum, c'est-à-dire on choisit… Enfin, moitié. Alors, on choisit en fait un niveau qui est, entre guillemets, satisfaisant en termes d'affichage pour l'utilisateur. Parce qu'il y a des gens pour qui, si c'est de la lumière qui est beaucoup trop chaude, ils vont être gênés. Ils vont avoir l'impression que la lumière de leur éclairage n'est pas suffisante. Donc, il faut pas que ça soit à zéro, parce que là, à zéro, c'est comme si on ne l'activait pas.
Donc, il faut en mettre un petit peu et il faut mettre l'intensité à un niveau tel qu'on n'est pas forcément trop gêné par rapport au changement de couleur. Vous voyez. Alors, il ne faut pas aller vraiment en disant je vais me mettre à 100%. 100%, certes, on n'aura pas de lumière bleue, mais en termes d'affichage, c'est plus catastrophique parce qu'on va avoir un affichage très, très, très rouge au niveau de l'écran et ce n'est pas meilleur. Donc, en fait, le réglage doit être fait par chacun. Donc, il y a des gens qui vont le mettre plutôt autour de 20%, ce qui est déjà pas mal. Si on est déjà à 20%, on a déjà filtré énormément de lumière bleue. L'idéal étant de planifier les heures. Les heures de façon à ce que ça s'active quand on a une luminosité qui baisse dans la pièce dans laquelle on est, quoi. Voilà. D'accord, merci. Moi, j'étais à 100%, donc tout va bien. Voilà. Voilà. Alors, regardez de votre côté par rapport justement, alors c'est assez évident, hein, essayez de regarder les paramétrages d'affichage de couleurs et puis regardez, jouez un petit peu avec votre éclairage nocturne. On ne va pas y passer trop de temps parce que c'est quelque chose d'assez basique en fait à paramétrer, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Une petite spécificité qui est liée à Windows 11, alors que vous n'avez probablement pas pour un grand nombre d'entre vous, mais vous avez la possibilité aussi dans Windows 11 de changer la taille du texte. Donc, par exemple, de dire, moi, je veux me mettre à 150% en termes de taille. Et si je clique sur le bouton « Appliquer », tous les endroits où je vois du texte, partout dans Windows, vont être augmentés à un niveau de 150%. Donc, ça ne modifiera que les textes de Windows et des applications. Voilà. Donc, par contre, ça ne changera pas la taille, évidemment, des fenêtres. Ça se contentera de créer des textes un peu plus gros, en fait, sur vos applications. Donc, ça, vous ne pourrez pas le tester puisque vous avez probablement tous Windows 11 et c'est une fonctionnalité spécifique à Windows 10. Alors, si on avance encore dans l'atelier, on va regarder la partie relative au narrateur. Alors, le narrateur, c'est le lecteur d'écran qui est inclus par défaut en fait, dans Windows. Alors, dans les lecteurs d'écran existants aujourd'hui, sur le marché, on va dire qu'il y a 3 grands lecteurs d'écran existants. Il y a JAWS, qui est un lecteur d'écran qui est relativement cher en termes d'achat, mais quelque part qui est très complet en fait en termes d'outils. Hein. On travaille beaucoup avec les équipes de JAWS sur les évolutions. Donc, quelque part, quand Windows évolue, JAWS évolue aussi. Et puis, on a un certain nombre de scripts qui peuvent exister, qui permettent d'adapter la façon dont le lecteur d'écran va s'exprimer en fonction de l'application utilisée par l'utilisateur. Donc, c'est quelque chose de très, très souple et de très, très paramétrable en termes d'outils. Le deuxième outil existant, c'est NVDA. Donc, c'est un outil open source que l'on peut télécharger et installer gratuitement sur l'environnement Windows. Le troisième, c'est le narrateur qui est inclus en fait nativement dans Windows. Alors, qui jusqu'à Windows 10 était vraiment de très mauvaise qualité, donc était quasi pas utilisable en fait par une personne non-voyante. Mais dans la version Windows 10 ou Windows 11, c'est une version dans laquelle le lecteur d'écran est largement suffisant si on fait par exemple que de la bureautique, peut ne pas être suffisant pour d'autres situations d'applications plus complexes, mais peut permettre quand même par défaut pour un utilisateur qui arrive sur un poste qu'il ne connaît pas, de disposer quand même d'un lecteur d'écran qui fonctionne. Je veux dire, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a un ordinateur avec son outil JAWS, par exemple. Si cet ordinateur tombe en panne et qu'il en prend un de secours, il n'aura pas par défaut en fait, de lecteur d'écran. Donc, pour pouvoir ne serait-ce qu'installer son lecteur d'écran de JAWS, il a besoin d'un lecteur d'écran intégré à Windows. Et donc, c'est l'objectif d'avoir le narrateur qui permet de fournir des fonctionnalités entre guillemets basiques de lecteur d'écran. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va toujours dans les paramètres d'accessibilité. Et puis, on a ici ce qu'on appelle le narrateur. Et donc, on va activer le narrateur. Alors, à partir du moment où je vais l'activer, il va être très bavard. Donc, je ne vais presque plus pouvoir parler. Mais je vais vous montrer comment il fonctionne. Miniature volet. Paramètres fenêtre, narrateur, bouton bascule, activé. Donc, si je me promène avec des touches de tabulation, par exemple, sur l'écran. Afficher tous les paramètres, bouton réduit. Donc, si j'appuie sur la touche Entrée.
Afficher tous les paramètres, bouton, développer. Je vais encore me promener avec ma touche de tabulation. Démarrer le narrateur avant la connexion, case à cocher désactivée. Alerte claire Quintin Viculin a quitté la réunion. Voilà, il m'a même alerté que quelqu'un avait quitté la réunion, puisqu'il me donne toutes les notifications que Windows peut avoir. Donc si par exemple j'utilise la barre d'espace. Espace, activé. Espace, désactivé. Sortie du narrateur. Voilà, donc vous avez compris, le lecteur d'écran, on va se promener sur l'écran avec sa touche de tabulation, on va pouvoir agir avec le bouton entrée, avec la touche espace, avec un certain nombre de flèches de direction. Il y a un certain nombre de touches de raccourci qui existent pour utiliser ce narrateur. On a en fait, dans l'accueil du narrateur, on a en fait un outil qui nous permet d'apprendre le narrateur. Donc, il y a un petit didacticiel en 13 étapes qui se trouve au niveau de l'accueil du narrateur, alors que moi, j'ai fermé, mais que je peux demander d'afficher en fait par défaut lorsque j'active le narrateur et qui permet à une personne de prendre en main l'outil. Voilà. On ne va pas aller beaucoup plus loin sur le narrateur. Il faut savoir qu'il existe. Et puis, il faut à peu près comprendre son fonctionnement. Si on veut l'activer dans Windows 10, dernière version, ou dans Windows 11, on peut l'activer avec la combinaison de touches Windows, CTRL, Entrée. Miniature volet. Sortie du Et on narrateur. peut le désactiver avec Windows, CTRL, Entrée. Voilà, donc en appuyant sur Windows, CTRL et en maintenant les deux touches appuyées et en appuyant sur la touche Entrée, ça va activer ou désactiver le narrateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être, alors je peux éventuellement, donc vous voyez le guide, c'est celui qui apparaît ici, donc c'est bien ce guide en 13 étapes, pardon, vous allez sur démarrage rapide, et à partir de là, le narrateur étant activé, il permet à la personne non-voyante d'apprendre à l'utiliser. Alors, si vous voulez faire des tests, essayez de l'activer et de vous promener avec votre écran. Coupez vos micros avant de le faire, parce que sans ça, on va tous vous entendre. Mais bon, voilà, vous pouvez essayer de le tester si ça vous dit. Alors sinon, je vais essayer d'avancer un peu, parce que le narrateur, pour moi, c'est important de savoir qu'il existe. Après, c'est plus la personne en situation de handicap visuel qui va avoir besoin d'apprendre à l'utiliser. Donc, ce n'était pas trop l'objet de faire un cours dédié en fait, sur le narrateur aujourd'hui, donc on va passer cet exercice. Alors, on va revenir sur la dictée vocale dans Windows. Alors, la dictée vocale, si on retourne sur la fenêtre de paramétrage de l'accessibilité, au niveau de la partie qui s'appelle Interaction, vous avez une entrée qui s'appelle Voix. Et dans cette entrée voix, vous avez par exemple ce qui s'appelle la saisie vocale. Donc la saisie vocale va fonctionner en maintenant la touche Windows appuyée et en appuyant sur la lettre H. Alors pour pouvoir l'activer, je vais lancer par exemple un bloc-notes. Donc ça ouvre voilà, ce bloc-notes. Et je vais utiliser donc la combinaison de touches Windows H. Donc, quand j'active en fait cette combinaison de touches, j'ai une fenêtre qui apparaît, alors qui peut être un petit peu différente entre Windows 10, dernière version, Windows 11 ou des Windows 10 versions précédentes. Enfin, les gens qui ne sont pas forcément à jour des dernières fonctionnalités auront peut-être encore une fenêtre un peu différente. Mais en fait, grâce à ça, dès que je suis en train de parler, tout va apparaître en fait dans la zone de saisie. Donc, quand on fait de la dictée vocale avec cette fonctionnalité, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser n'importe où. Ça veut dire que si j'ouvre, par exemple, un navigateur, je vais dans une zone de recherche et j'ai envie de ne pas saisir de l'information, j'ai envie d'utiliser ma voix, je vais utiliser Windows H, Microsoft France, je refais Windows H pour arrêter la dictée vocale et je fais Entrée. Et donc là, j'ai fait une recherche, par exemple, sur Internet avec les mots-clés Microsoft France. Donc, on peut utiliser aussi cette dictée vocale dans une application métier. Imaginons, je ne sais pas, vous avez une application, n'importe quelle application qui peut exister. À partir du moment où vous êtes sur une zone de saisie, vous allez pouvoir utiliser cette saisie vocale. Si je vais, par exemple, dans Word, je peux très bien utiliser la dictée vocale de Word. Donc là, quand j'utilise la dictée vocale de Word, je n'utilise pas du tout la dictée vocale de Windows, c'est bien celle de Word.
Mais je pourrais très bien, si je le souhaitais, faire Windows H. Et donc là, cette fois-ci, je n'utilise pas la dictée vocale de Office, mais j'utilise la dictée vocale de Windows. Donc, la différence entre les deux, c'est que il y en a une qui existe dans Word, donc qui est plutôt bien et qui est là vraiment pour faire de la saisie, entre guillemets, voilà, de phrases complètes. Et puis, on peut écrire des pages et des pages de documents avec cette dictée vocale. L'affichage est instantané et on va voir globalement tout le texte en permanence. Alors que quand on fait de la dictée vocale de Windows, vous allez voir, on voit le début de la phrase, on voit 3 petits points et puis la fin de ce que je suis en train de dire. Je vais vous en refaire un exemple. Donc là, par exemple, je vais commencer à parler, donc le début de la phrase va apparaître, et puis à un moment donné, on voit des petits points apparaître, on voit la fin de ce que je suis en train de dicter, mais par contre, on ne voit pas l'intégralité de la phrase, sauf si j'arrête de parler. Et à partir du moment où j'arrête de parler, tout ce qu'il avait mémorisé va réapparaître en fait sur l'écran. On a dans les options, dans les paramètres qui existent, la possibilité d'activer de la ponctuation automatique, donc ce qui me permet moi d'avoir des majuscules, des virgules, des points de façon automatique. Et puis on va pouvoir choisir quel micro on utilise, puisqu'on peut être amené à utiliser différents micros sur un ordinateur, donc on va pouvoir choisir quel micro est le plus adapté par rapport à mon contexte. Voilà. Je vais revenir sur la présentation et voilà, je vous engage à essayer d'ouvrir un bloc-notes, à positionner votre curseur dans ce bloc-notes, à faire Windows H et puis à dicter un petit peu de texte et refaire Windows H pour arrêter la dictée vocale. Alors, de temps en temps, il va vous demander si vous avez, par exemple, pas activé la voix, la partie voix dans Windows, il va peut-être vous demander des étapes supplémentaires la première fois, de façon à ce que vous autorisiez Windows à utiliser le micro, par exemple. Vous pouvez avoir ce type de comportement. Dans certaines structures, la dictée vocale est désactivée par défaut par l'administrateur. Donc là, par contre, on n'y peut pas grand-chose. Donc, en espérant que ça ne soit pas votre cas. Excusez-moi, j'ai encore une question. Oui. Je n'ai pas dû bien écouter. Comment on ouvre le bloc-notes? Alors, bloc-notes, vous allez simplement dans Windows, et vous allez le trouver dans les applications. Ah, d'accord. Voilà. Vous tapez bloc-notes. Donc, je ne l'utilise jamais, en fait. Oui, c'est un petit outil pour prendre des notes, donc c'est pratique pour créer un petit fichier de texte, mais bon, ça dépend si on utilise OneNote pour prendre des notes. Dans ces conditions, on n'utilise pas le bloc-notes. Voilà, c'est un outil basique. Mais vous pouvez très bien lancer Word et faire la même chose dans Word. Hein. D'accord. Ou lancer PowerPoint. Là, si je me mets, je vais par exemple insérer une zone de texte dans ma présentation. Je vais faire Windows H. Et là, par exemple, je peux commencer à faire de la dictée. Ah, d'accord. D'accord, merci. Donc, on peut le faire n'importe où, hein, même si on n'a pas ouvert le bloc-notes. Alors d'ailleurs, il y a des choses qui sont intéressantes parce que cet usage de la voix va permettre de faire des choses comme par exemple si j'insère une image dans un document. Donc, je vais insérer par exemple mon image fétiche du pont Alexandre III. Quand vous voulez rendre un document accessible, vous êtes censé modifier son texte de remplacement. Et là, donc, vous avez une zone de saisie. Mais cette zone de saisie, soit vous êtes obligé de saisir la description, mais vous pouvez bien, puisque vous êtes dans une zone de saisie, utiliser Windows H. Il s'agit du pont Alexandre III. Le ciel est bleu avec quelques nuages. On voit des lampadaires anciens. On voit des colonnes avec des statues dorées. Et là, tout ce que j'ai dit, c'est mis dans le texte de remplacement. Ça veut dire que j'ai pu commenter l'image sans forcément mettre beaucoup de temps à le faire. J'ai juste essayé de décrire l'image au mieux et il a capturé ma voix donc, de façon à avoir une image cette fois-ci accessible. Est-ce que tout le monde a réussi à utiliser Windows H ou pas? Alors, n'hésitez pas à activer votre micro pour interagir. Tout le monde a réussi à l'utiliser? Bon,
si je n'ai pas de retour, c'est que soit c'est inaccessible pour certains, soit les gens ont réussi sans problème à l'utiliser, en espérant que ça soit le deuxième, la deuxième situation. Alors, on va avancer puisqu'il nous reste encore un petit quart d'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui peut exister en fait en termes de clavier. Donc, on a différents claviers qui peuvent exister dans Windows et on va regarder toujours dans les paramètres d'accessibilité le clavier qui nous est proposé. Donc, c'est dans la partie interaction clavier. Et on a ce qui s'appelle le clavier visuel. Alors, le clavier visuel, quand je l'active, il me permet d'avoir un clavier donc, qui va apparaître sur mon écran et que je vais pouvoir en fait utiliser. Alors, on peut être amené à l'utiliser, par exemple, quand on a un écran tactile. On peut être amené aussi à l'utiliser quand on a des personnes qui vont utiliser pour interagir avec l'environnement Windows, qui vont utiliser un oculomètre. Alors, un oculomètre, c'est un dispositif qui va permettre à une personne qui a des difficultés d'usage d'un clavier de pouvoir interagir avec ses yeux. Donc, ça veut dire que le positionnement de la souris va se faire avec les yeux et donc je vais pouvoir taper globalement du texte, mais cette fois-ci, pas en utilisant un clavier, mais en utilisant mes yeux. Donc ça, on peut l'avoir dans des situations de quelqu'un qui est extrêmement handicapé, quelqu'un de tétraplégique, par exemple, peut être dans ces situations-là. Ce n'est pas forcément des apprenants qu'on va rencontrer fréquemment, mais bon, il faut savoir que ça existe. On a aussi, du coup, dans les personnes qui vont utiliser ce type de fonctionnalité, si je reprends mon bloc-notes, on a aussi dans les options de ce clavier un paramétrage qui s'appelle le balayage, qui va permettre en fait d'utiliser, de taper du texte avec une seule touche en fait. Donc prenons le cas de figure d'une personne en fauteuil roulant qui a besoin de taper du texte, il va utiliser cette fonctionnalité de balayage. Donc imaginons que je veuille taper mon prénom, je vais avoir des zones qui vont être balayées. Donc là j'ai tapé le P, je vais aller sur le H, je vais choisir la zone et je vais attendre d'arriver sur la lettre H. Donc, je n'utilise que ma barre d'espace pour taper du texte. Alors, c'est excessivement lent, évidemment, hein, mais par contre, ça me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire en temps normal si je n'ai pas de capacité d'utiliser mon clavier, si j'ai vraiment une amputation des mains ou des choses comme ça. Ouais. Donc, je vais interrompre le balayage. Hop. Voilà. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, mais bon. On a d'autres types de claviers qui peuvent exister en fait dans l'environnement Windows qui vont permettre par exemple d'utiliser un stylet externe. Alors ça c'est vrai quand on est sur une tablette tactile, donc avoir de la reconnaissance de caractères. Donc si je prends le clavier. Alors, pardon, où est-ce qu'il est déjà mon clavier? Je ne me souviens plus. Hop, je l'ai désactivé. Ah oui, je ne l'ai peut-être plus sur mon environnement. Bon, ce n'est pas très grave. Fréquence de répétition, non, je dois l'avoir quelque part par là. Je ne le retrouve plus, donc je suis désolé. C'est en fait quand on se met en mode tablette, il apparaît automatiquement. Donc par défaut, il est désactivé. Moi, j'ai en fait un ordinateur sur lequel je peux retirer en fait mon écran et quand je retire mon écran, le voilà, il apparaît ici dans la zone qui est là. Donc on a aussi en fait ce type de clavier donc qui permet aussi d'interagir et dans lequel on va pouvoir ici dans les paramètres dire par exemple on veut faire de l'écriture manuscrite. Donc ça veut dire que si j'utilise un stylet externe, je vais pouvoir reconnaître cette écriture manuscrite et la transformer sous forme de caractère. Alors, je vais prendre mon stylet qui est à côté de mon écran. Je vais prendre mon bloc-notes. Je vais mettre mon clavier ici. Donc, je vais me mettre à la ligne. Hops. Et donc, si j'écris en fait ici,
Ah, et mon stylet ne marche plus, malheureusement. Bon, c'est pas grave, j'ai visiblement plus de batterie dans mon stylet, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais bon, globalement, vous écrivez en fait de façon naturelle sur cette zone, et automatiquement, je dois pouvoir le faire avec ma souris. Bon, c'est pas très réussi avec une souris, mais donc là, il a écrit Philippe. Malgré mes caractères qui sont pas forcément terribles. Et puis, il va me proposer différents mots. Si par hasard, ce que j'ai écrit ne correspond pas bien, il va me proposer différents orthographes et je vais pouvoir choisir l'orthographe nécessaire. Donc, voilà, il faut savoir que c'est aussi des fonctionnalités qui peuvent exister et qui peuvent aussi être intéressantes dans certaines situations. On va aller regarder aussi une chose qu'on n'a pas regardée tout à l'heure et qui est quand même relativement importante. Si on va dans la partie accessibilité, vous avez ce qui s'appelle aussi les filtres de couleurs. Alors, les filtres de couleurs, cette fois-ci, c'est pour des personnes daltoniennes. Donc, quelque part, si je mets en fond d'écran, je vais mettre mon fond d'écran justement qui est un peu dans les bleus, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, donc j'ai une image en fond d'écran avec du bleu qui apparaît. Il se trouve que si je suis daltonien, je vais avoir certaines couleurs qui vont être compliquées pour moi à voir. Et donc, il va falloir que je change les couleurs classiques utilisées. Donc, là, les couleurs classiques, c'est les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, donc qui apparaissent telles quelles. Mais il est possible qu'en étant daltonien, il y a certaines couleurs que je ne vois pas bien. Donc, si j'active le filtre de couleurs, je vais avoir la possibilité de choisir l'un des 3 filtres existants pour le daltonisme. Donc, il existe des gens qui ne perçoivent pas bien le rouge et le vert, des gens qui ne perçoivent pas bien le vert, d'autres pas bien le rouge, d'autres qui ont plusieurs problèmes avec le jaune, par exemple. Et donc, on peut changer ce filtre. Et vous voyez, à la fois, il modifie les couleurs qui apparaissent en haut et puis il modifie complètement mon écran. Donc, en changeant le filtre, je vais permettre à une personne daltonienne, pas de pouvoir voir des couleurs qu'elle ne voit pas, mais en tout cas de pouvoir les discerner, les différencier d'autres couleurs existantes sur Windows. Donc, ça veut dire que, imaginons que par défaut, ce filtre est désactivé. Si ça se trouve, pour une personne daltonienne, il ne sera pas capable de voir les différents carrés qui sont présentés ici. Pour lui, certains carrés vont complètement être fusionnés, entre guillemets, parce qu'il ne perçoit pas de différence en fait, entre les carrés, alors que c'est important pour lui de pouvoir percevoir le fait qu'on ait changé de couleur. C'est comme ça qu'on va pouvoir mieux distinguer des images, etc., etc. Donc, ce filtre de couleur est intéressant. Dans l'absolu, on peut même avoir un Windows en gris, donc en nuance de gris inversée ou couleur inversée. Donc, je peux choisir en fait ce filtre de couleur à volonté. Donc, je vous laisse peut-être jouer un peu avec. Philippe, il y avait une petite question de Leïla. Je Oui. pense que c'était par rapport à l'exercice précédent. Oui. Elle demandait si cela pouvait fonctionner. Donc, je pense que quand on a pour passer du manuscrit, oui. J'imagine un document manuscrit aux lettres d'imprimerie depuis un document entier. Alors, si on a besoin de faire ça, moi, je conseille. Alors, après, le problème, c'est que la fonctionnalité qui existe pour passer un document manuscrit en document textuel, le seul que je connaisse qui existe, en tout cas dans l'environnement Windows, c'est d'utiliser l'application Seeing AI sur iPhone qui fait de la reconnaissance manuscrite. Comment elle s'appelle, l'application? Seeing AI. Donc, je vais l'écrire, mais c'est une application qui existe sur iPhone, qui est gratuite, donc vous pouvez la télécharger. C'est une application qui normalement est destinée à des personnes non-voyantes. En l'occurrence, elle est en capacité de faire de la reconnaissance manuscrite. Et donc, si vous avez une page entière, par exemple, d'un texte préexistant qui a été écrit de façon manuscrite, Seeing AI, vous pouvez prendre une photo avec la caméra du téléphone et du coup, il va retranscrire ça sous forme de texte. Vous le copiez, vous l'envoyez par mail ou vous le mettez dans un document et l'enregistrez et vous récupérez tout le manuscrit sous forme textuelle. Voilà.
Donc ça, il existe dans cette application-là. Alors malheureusement, cette application, elle n'existe que sur iPhone aujourd'hui. Donc c'est une solution qui peut éventuellement être intéressante pour des possesseurs d'iPhone. Si on est sur Android, malheureusement, l'application n'existe pas encore sur Android. Merci Philippe. Alors, c'est une application qui ne fait pas que de la reconnaissance manuscrite, hein. Elle est en capacité globalement de lire du texte. Donc, on le présente à la caméra de son téléphone un texte, il est capable de lire du texte. Il est aussi capable de reconnaître un code barre sur un produit. Donc, je prends un produit, je le tourne devant la caméra de mon téléphone et automatiquement, l'appareil photo va se déclencher tout seul et il va aller chercher quel est le produit. Il reconnaît les couleurs, il reconnaît... il sait si la lumière est allumée ou éteinte dans une pièce, par exemple. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont très utiles pour les personnes non-voyantes et en l'occurrence, intègre aussi cette reconnaissance de caractère manuscrit. Est-ce qu'il y a... je vais regarder les questions. Est-ce que tout le monde a j'ai trouvé les paramètres. Pour moi, c'est option d'ergonomie. Oui, tout à fait. OK. Donc ça, c'était la dernière question. OK, très bien. Alors, revenons sur la présentation. Donc, la dernière fonctionnalité, puisqu'il nous reste encore 5 minutes, c'est de vous montrer en fait le lecteur immersif qui est présent dans Edge. Donc, Edge, c'est le navigateur par défaut en fait de Windows. Donc, si j'ouvre Edge sur mon ordinateur, je vais aller, par exemple, récupérer un article. Alors, je vais aller prendre un article... allez, pourquoi pas les prénoms les plus tendances de cette année. Donc là, j'ouvre en fait un article et on s'aperçoit en fait que l'article est assez complexe à lire parce qu'en fait, on se retrouve avec une barre de navigation, des barres de publicité. Alors attendez, je n'ai pas forcément choisi le bon article parce que celui-ci, la page n'a pas l'air d'être bien taguée. Je vais en ouvrir une autre. Voilà. Donc là, vous voyez cette page, on a un article, mais ici, on a de la publicité, ici, on a des bandeaux, et puis ensuite, on a tout un tas d'articles recommandés qui apparaissent sur la page et qui, moi, ne sont pas des choses qui m'intéressent. Moi, j'ai besoin de me focaliser sur cet article, et donc, dans la barre d'adresse, on a ici le lecteur immersif. Donc, si je clique dessus, automatiquement, il va supprimer tout ce qui est bandeau de publicité, etc. Je ne vais me retrouver qu'avec l'article que j'ai demandé. Voilà, donc il a vraiment retiré tout le reste. Ça veut dire que si je veux imprimer ma page, je vais pouvoir l'imprimer et là, je n'aurai que cet article. Je n'aurai pas la collection d'articles proposés, je n'aurai pas les publicités, je n'aurai pas tout ça. Et une fois que je suis dans ce mode lecteur immersif, je peux à la fois faire de la lecture à voix haute. Ça va me coûter 0 €, Camille Santoro, famille nombreuse, partage ses conseils pour des travaux gratuits. Travaux gratuits. Ce Dimanche 18 septembre, Camille Santoro, star du programme Famille nombreuse, la vie en XXL, a dévoilé sa technique. Voilà, donc là, on est capable de lire une page Internet avec un lecteur, avec ce lecteur immersif. On va aussi pouvoir choisir les caractères, la taille des caractères que l'on souhaite avoir. Éventuellement rajouter de l'espacement, donc ça c'est plutôt pour une personne dyslexique, ça lui permet de rajouter de l'espacement entre les lignes et les colonnes par rapport au mode classique, et donc de déchiffrer mieux, entre guillemets, et de lire mieux en fait les caractères. On va pouvoir changer le thème d'affichage, si on trouve que le thème d'affichage par défaut ne nous convient pas, en termes de contraste, en termes de couleur, etc. Donc on va pouvoir choisir ça. On va pouvoir aussi avoir un séparateur syllabique. Donc là, on met un petit point entre les différentes syllabes d'un mot. Alors, je vais aller enlever l'espacement entre les caractères pour que vous le voyez mieux. Donc là, on voit par exemple sollicité, donc avec un petit point à chaque fois. Je vais pouvoir aussi coloriser la grammaire des différents mots. Donc là, par exemple, j'ai tous les noms ou tous les verbes, par exemple, tous les adjectifs. Je peux ajouter une étiquette qui permet de voir ce qui est un verbe, ce qui est un adjectif, par exemple. On peut tous les mettre, un nom, adjectif, adverbe, donc voilà. Et puis, dans les préférences de lecture, pour des personnes qui ont des problèmes de concentration, on a la possibilité, par exemple, de se déplacer. Donc, avec la molette de sa souris, on peut se déplacer sur le texte, mais avec une zone donc, qui est bien blanche,
Tout le reste est en grisé, ce qui permet d'éviter que le comportement visuel des gens aille ailleurs. Et je vais pouvoir choisir ici si je veux avoir une seule ligne, si je veux avoir 3 lignes ou 5 lignes, globalement. Voilà, ce qui permet, surtout en fin de journée, quand on est un peu fatigué, ça peut être une fonctionnalité qui est assez intéressante. Si je me mets sur une ligne et que je fais de la lecture à voix haute, ça va automatiquement scanner. Ça va me coûter 0 €. Le challenge du jour, c'est de refaire entièrement la chambre des petits pour 0 €. Je vous explique. Donc là, vous voyez, automatiquement, il va changer de ligne en fonction de la lecture à haute voix qui a été réalisée. Et puis, si j'enlève cette préférence, j'ai aussi la possibilité de traduire, évidemment. Donc, si on est sur un texte en anglais et que je le traduis, par exemple, en français, ben, ça va marcher. Donc là, j'étais en français, donc là, je viens de le traduire en anglais. Donc là, je suis capable de traduire n'importe quelle page Internet, en fait, dans la langue que je souhaite. Voilà. Dernière petite fonctionnalité, mais là, c'est plus pour le clin d'œil, c'est quand on va passer sa souris sur le texte. Donc là, je passe ma souris sur le texte. J'ai ma souris qui peut se transformer en baguette magique. Et donc, quand je clique sur le mot, il va me chercher une image. Donc, voilà, profitant d'une journée ensoleillée, une jeune femme, refaire la peinture de la chambre. Voilà. Donc là, on peut s'amuser, entre guillemets, en termes d'apprentissage de lecture pour les petits, ça peut être assez rigolo, mais bon, pas dans un apprentissage professionnel, mais bon, ça peut être une fonctionnalité intéressante à connaître quand même. Donc, Philippe, tout ça, c'est si on utilise le lecteur immersif. Alors ça, c'est si on utilise Edge, donc qui est le navigateur. Sur Edge. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez l'utiliser, il suffit d'aller chercher Edge, navigateur Edge, vous l'ouvrez, et à partir de là, vous allez bénéficier de ce lecteur immersif. Alors attention, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai essayé de charger une page. Alors je vais en charger une autre. De temps en temps, le lecteur immersif apparaît, de temps en temps, il n'apparaît pas. Donc là, il vient d'apparaître. Il n'apparaît que lorsque la page est entièrement chargée, et il peut y avoir des pages sur lesquelles la page ne respecte pas les standards HTML, et donc de temps en temps, ce lecteur immersif n'apparaît pas. Dans ces conditions, on a uniquement le petit icône qui permet en fait de faire de la lecture à voix haute, mais sans avoir activé le lecteur immersif. Réagir. 34. S'ils montent très haut dans le ciel, les avions de ligne ne peuvent toutefois pas atteindre la stratosphère. Voilà. Donc là, j'utilise la lecture à voix haute, mais le lecteur immersif est réellement là. Et là, je peux faire de la lecture à voix haute. Une importante question de portance. Voilà. Donc, ça peut être pratique dans un certain nombre de cas de figure, mais de temps en temps, ce lecteur, de temps en temps, ce lecteur n'apparaît pas. Ouais. Est-ce que vous avez tous réussi à ouvrir Edge, éventuellement à aller choisir un article et à utiliser le lecteur immersif? On va le faire après. Vous le ferez après. Thierry demandait d'ailleurs s'il y avait un support ou un récapitulatif des points traités, Philippe. Alors oui, déjà le support, on va le mettre à disposition évidemment sur le portail. Vous allez avoir le replay puisqu'on a enregistré la session. Si vous avez besoin d'accéder à des informations sur l'environnement Windows, vous pouvez aller sur aka.ms/accessibilité sans accent. Donc voilà. Donc ça ouvre en fait le portail accessibilité Microsoft France. Et vous pouvez aller dans l'onglet ressources. Quand vous allez dans l'onglet ressources, vous avez un certain nombre de documents. Et donc les documents autour de l'accessibilité de Windows, vous allez les retrouver en fait dans par exemple l'accessibilité numérique Microsoft 365. Il y a un certain nombre de choses qui sont présentées. Il y en a aussi dans le document solutions numériques pour une organisation inclusive. Et surtout, en bas de l'écran, vous avez par exemple la présentation du lecteur immersif de Edge, donc c'est une petite vidéo, où vous allez retrouver tout ce qui va commencer par Windows, voilà, difficulté d'audition, difficulté visuelle, difficulté d'interaction. Donc là, vous allez retrouver les différentes démonstrations que je vous ai faites aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder la dictée vocale de Windows, etc., etc.
Donc, vous avez ces petites vidéos qui peuvent éventuellement être utilisées. C'est des vidéos qui durent maximum 3 minutes. Hein. La plupart durent 1 minute 30 à 2 minutes. Mais bon, voilà, certaines sont jusqu'à 3 minutes. Je vais peut-être vous mettre dans le chat. Hop. Alors, excusez-moi. Où est-ce qu'il est? Discussion. Voilà, je vous remets le lien aka.ms/accessibilité. Il est 35. Je pense qu'on a à peu près vu tout ce que j'avais prévu de voir. Est-ce qu'il y a des questions? Le prochain atelier sera un atelier autour de l'utilisation de Word. Donc, je vous invite à venir. Je ne me souviens plus, Pascal, de la date. Alors justement, j'étais en train de regarder les dates des prochains ateliers. On a un atelier la semaine prochaine, mais c'est sur la compensation. Et puis... Il est le 17. Hein. Le 17 octobre à 13h30, on aura un atelier sur Word. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. 13h30 le 17 octobre. Et puis, on va mettre cet atelier en partage sur la communauté. Voilà. On peut peut-être arrêter l'enregistrement du coup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? C'était une découverte ou alors, je dis arrêter l'enregistrement, mais alors, est-ce que j'aurais pas fait une mauvaise manip en attendant de... On verra si l'enregistrement est bien été fait. Alors, On mettra au moins le support à disposition, bien entendu. Ça, c'est peut-être moi. Pourtant, je l'avais lancé. Moi qui je suis carrément blonde, moi, alors je ne sais pas. J'ai un doute sur l'enregistrement. Bon, bref. Bon. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces fonctionnalités pratiques. Moi, personnellement, je vais avoir besoin de retourner dans les sur Aka là pour essayer de retrouver les petites vidéos. J'espère avoir enregistré, mais du coup j'ai quand même un doute parce qu'est-ce que j'ai pu le stocker l'arrêter en cours de route, peut-être en faisant les manipulations, je ne sais pas, on verra si ça peut arriver. Je vous ai mis le support en PDF dans la discussion, donc si vous voulez le télécharger, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez le partager sans problème. Et puis, on le remettra sur le site des ressources pédagogiques. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Et du coup, on vous invite à vous exercer, ce que je vais faire également. Et on vous donne rendez-vous du coup pour le prochain atelier le 17 octobre prochain. Voilà. Merci bien. Merci à Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, Au revoir. Philippe. Pas de quoi.